Alors nous accueillons maintenant Cathy James. Cathy James qui a écrit un roman, La colline aux coquelicots rouges sains, qui parle de la Seconde Guerre mondiale, côté italien je dirais, et qui est assez surprenant dans son écriture. Alors Cathy, vous nous présentez une conférence aujourd'hui. Quel Oui. en sera le thème? Alors le thème, ça va être mon roman historique, La colline aux coquelicots rouges sang. Et il se situe, enfin, l'histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale dans un petit village qui s'appelle San Domenico. Il se trouve au pied des Abruzzes, à une trentaine de kilomètres sur l'axe Rome-Naples et à 100 kilomètres de la capitale romaine. Ce petit village donc est attenant aussi à la ville la plus proche qui s'appelle Sora. Et donc, du coup, ils se trouvent toutes les deux se trouvent dans le Latium, appelé aussi la Ciociara. À ce propos, je vous recommande l'excellent film de Vittorio De Sica, La Cicciora de 1960, interprété par Sophia Loren et Raph Vallone et Jean-Paul Belmondo. Je parle essentiellement donc de ma grand-mère, donc c'est la grande histoire et la petite histoire, une histoire humaine, donc de ma grand-mère avec donc ses enfants et tous les gens de ce village, toutes les personnes qui composent donc ce village de San Domenico. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce qui a tout déclenché en fait, c'est que le 10 juillet 1943, donc l'armée américaine du général Patton et la 8e armée du général Montgomery, forte de 160 000 hommes, ont débarqué sur les côtes siciliennes entre Licata et Syracuse. Le 24 juillet, donc ça s'est précipité là, tout le mois de juillet, le 24 juillet, le Grand Conseil fasciste se réunit et condamne la politique de Mussolini. Et il est évincé immédiatement du pouvoir. Ainsi, le roi Victor Emmanuel III le remplace par le maréchal Badoglio. Et à la suite de ça, c'est sûr que aussitôt, les gens vont se regrouper et vont former une résistance. Donc des partisans, pour la plupart communistes, et ils fondent le 9 septembre 1943 le Comité de libération. Oui, le roi Victor Emmanuel III, en fait, il avait du pouvoir, mais c'était surtout le conseil fasciste qui avait du pouvoir. Lui, il avait un petit rôle, je dirais. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a conseillé, de prendre tout de suite Badoglio et qui remplace Mussolini. Il fallait absolument trouver une porte de sortie. Et Badoglio, c'était un maréchal qui était quand même assez intègre. Et donc je pense que son choix a été judicieux sur ce coup-là. Le maréchal Badoglio ne faisait pas partie de la résistance, mais je pense qu'il se rendait compte que de toute façon l'Italie était dans une impasse, qu'il fallait absolument qu'il trouve une porte de sortie. Et la porte de sortie pour lui, c'était trouver donc un accord avec les Alliés, chose qu'il a faite. Il a fait ça donc au mois de septembre. Il a accepté donc la capitulation. Et il a cherché un arrangement avec les Alliés. Seulement, il faudra attendre octobre 1943 pour que Badoglio, réfugié dans le sud de l'Italie, brise l'alliance avec l'Allemagne. Seulement, vous imaginez que Hitler n'a pas pris n'a pas pris ça d'un bon oeil. Donc du coup, lui, il a dit, puisque l'Italie n'est plus notre allié, elle sera désormais notre ennemi. Et ça va changer tout dans la phase donc du combat, de tout ce qui va se passer là-bas en Italie. Et c'est pour ça que tous ces gens vont se battre pour retrouver un petit peu cette liberté. Et dans les rangs, notamment dans les rangs donc, de l'armée italienne, il y a énormément de soldats qui vont déserter et qui vont prendre le maquis pour pouvoir donc rejoindre la résistance et pouvoir se battre. Donc les gens qui ont rejoint la résistance, je suppose qu'ils n'ont pas fait de façon opportuniste. Ils ont fait ça pour pouvoir, pour eux, c'était une porte de sortie. Il fallait qu'ils se sortent de tout ça. Le fascisme avait fait énormément de mal. Les gens, la population, tout le monde commençait à se rendre compte que c'était fini, quoi. Il fallait absolument trouver quelque chose et pouvoir se sortir donc de cette oppression, de tout ce qui se passait là-bas en Italie. Donc du coup, j'imagine que pour eux, ça a été, oui, une porte de sortie, mais je ne pense pas que c'était opportuniste à ce point, non, je ne pense pas. Donc, je me suis penchée sur Alors, je pense qu'on est tous un peu comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, on a envie de savoir ce qu'étaient nos grands-parents, nos parents avant notre naissance. Et donc, on cherche un petit peu à savoir un petit peu quelle était leur vie à ce moment-là, leur jeunesse. Et donc, un jour, j'ai voulu répondre à toutes ces questions.
Et parce que mes parents, c'était des émigrés donc italiens, ils sont venus en France dans les années 55. Et ma sœur et moi, on est nés en France, donc obligatoirement, on a envie de savoir cette partie, cette famille italienne, comment ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils étaient au fond d'eux, comment ils étaient, comment ils ont vécu. Alors donc du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé, donc, en faisant des recherches, je me suis penchée sur ma grand-mère que j'adorais, Rosanna, donc c'était la maman donc, de mon papa, et c'était une femme forte, une femme qui a quand même eu beaucoup de malheur dans sa vie, puisqu'elle a connu quand même, faut se mettre dans le contexte, c'est que ces gens-là, donc cette génération-là, avaient vécu quand même les deux guerres. Donc du coup, elle a vécu la Première Guerre, et dans la Première Guerre, en fait, elle a été beaucoup impactée parce que en 1915, à 7h55 du matin, il y a eu un terrible tremblement de terre là-bas dans la région du Latium qui a détruit donc tous les villages aux alentours, donc Sora, San Domenico, ont été rasés de la carte. Ça a fait à peu près plus de 3000 morts. Et donc elle, dans ce tremblement de terre, elle a perdu sa famille, pratiquement toute sa famille a été décimée et elle s'est retrouvée toute seule. Et en fait, elle a été élevée après par une grand-tante qui était un petit peu une vieille fille, donc qui n'a pas dû être tendre avec elle. Et je pense que tout ça, ça l'a endurci, mais pas vraiment, parce qu'elle a toujours eu cette truc au fond d'elle, cette déchirure, je pense, au fond d'elle. Elle était quand même pas mal impactée par tout ce qui s'est passé. Et ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est qu'après, on l'a mal mariée avec mon grand-père, qui était quand même un hédoniste pur et dur, qui avait quand même une certaine fortune. Donc, elle s'est estimée heureuse, elle, d'être tombée sur cet homme qui l'épouse, parce qu'elle n'avait aucune fortune, c'était une pauvresse. Et donc, du coup, quand elle s'est mariée avec mon grand-père, elle a estimé peut-être que c'était une revanche sur la vie. Mais malheureusement, non, c'était pas ça. Mon grand-père, c'était un opportuniste qui a aimé la vie, qui a aimé dépenser beaucoup son argent dans les tripots avec les femmes. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée, passée à maman, elle s'est retrouvée, elle n'avait plus rien. Et si elle n'avait pas eu cette petite maison que ses parents lui avaient laissée en moyenne montagne, c'était une bergerie à l'origine, reconvertie donc en petite maison d'habitation. Si elle n'avait pas eu cette petite maison avec ses 2-3 oliviers et ses quelques chèvres, elle se serait retrouvée à la rue avec ses enfants. Alors il partait pendant plusieurs mois, cet homme, il partait pendant plusieurs mois, et puis il revenait pour lui faire un enfant à chaque fois. Et mon père, qui a été donc le dernier d'une fratrie de 6 enfants, lui, en fait, il a toujours senti que c'est vrai qu'il a été mal, mon grand-père l'a mal accepté, ce sixième enfant. Et lui, même si ça n'a pas été dit, mon père l'a toujours ressenti. Et il a toujours ressenti que lui, en étant le dernier donc, de cette famille, de cette fratrie, il n'a pas été aimé, accepté à sa juste valeur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 9 ans, mon père, il avait 9 ans, et mon grand-père a carrément, définitivement quitté la maison. Donc, il est parti. Et pour lui, ça a été horrible de vivre sans la présence de ce père qu'il aimait malgré tout, qu'il aimait. Et je pense que ça a été dur pour lui, très, très dur. Alors, mon grand-père est parti, alors non, il n'était pas parti à la guerre, mais il est parti parce qu'il avait trouvé une femme qui avait 20 ans de moins que ma grand-mère et qui aurait pu être sa fille d'ailleurs, sa fille aînée. Hein, et donc, il est parti avec cette femme. Le seul souci, c'est qu'il ne s'est pas rendu compte qu'en faisant ça, il faisait son malheur parce que cette femme-là l'a complètement ruiné. Et il a fini sa vie dans un hospice parce que plus personne ne s'est occupé de lui. Et mon père même avait cette déchirure, donc il a essayé quand même de voir son père avant qu'il décède. Mais pour lui, ça a été très très dur. Ça a été très très dur de revoir ce père, cet homme qui était quand même un homme très très beau, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc il était un homme très beau, très fringant. Et le voir un jour sur un lit d'hôpital décharné et puis aux portes de la mort, je pense que là aussi, ça a été une déchirure pour lui. Mais finalement, il a quand même un petit peu, alors comme disait mon oncle, il a quand même cherché ce qui lui arrivait, quoi. C'était sa punition divine. Ça a été sa punition divine de finir comme ça, quoi, tout seul, perdu de tous, parce que même ses enfants ne se sont pas retournés sur lui, quoi. Alors l'Italie de cette époque, en fait, déjà, elle était pas mal impactée par la guerre, mais quand l'Italie s'est mise contre justement Hitler et qu'elle a choisi donc les Alliés, Hitler a fermé les robinets, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus eu de nourriture, parce qu'avant, ils étaient quand même approvisionnés un peu plus par l'armée allemande. Mais du jour au lendemain, on leur a coupé les villes.
Donc l'Italie, en fait, de l'époque, c'était déjà, avant la guerre, c'était déjà une nation qui était très très pauvre, essentiellement rurale, agricole. Donc ils travaillaient beaucoup la terre et il n'y avait pas beaucoup d'industrie. Donc du coup, déjà l'Italie, les Italiens, quand ils sont rentrés dans cette guerre, au niveau pauvreté, ils étaient déjà, bon ben voilà, ils étaient déjà pauvres. En fait, ça n'a pas arrangé les choses. La guerre, quand elle est arrivée, mais ils ont choisi Mussolini à cause de ça, grâce à ça, parce que Mussolini, en fait, c'est qu'il leur avait promis. Il leur avait promis que si jamais ils sortaient de tout ça, de la guerre, eh bien, ils allaient avoir plus de richesses. Hein. Et donc, ils allaient avoir plus de richesses, ils allaient leur distribuer des terres qu'ils allaient pouvoir travailler, des industries qui allaient pouvoir éclore, mais finalement, il n'y a pas eu tout ça. C'est que même après la guerre, eh bien, ils se sont retrouvés presque même plus pauvres qu'avant la guerre, en fait. Hein, parce que l'Italie a été complètement laminée pendant la guerre. Et il y a eu énormément de bombardements, les industries ont été détruites, enfin, il y a eu pas mal de choses, ce qui veut dire qu'ils se sont retrouvés encore plus pauvres. Enfin, j'imagine qu'ils étaient plus pauvres même qu'avant, quoi. Dans l'Italie de l'époque, il y avait donc les fascistes purs et durs. Et quand l'Italie a cherché donc cet accord avec les Alliés, eux, ils n'ont pas voulu reconnaître ça. Les fascistes, donc ce qu'on appelait les chemises noires, ils n'ont pas voulu adhérer à ça. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont continué à oppresser même leurs propres frères, la propre population italienne. Ils se sont retournés contre eux, hein, en leur disant si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Alors, tout ce qu'ils faisaient, puisque la population italienne, une fois que la résistance s'était mise en place, et ben, pendant ce temps-là, la population elle-même avait versé du côté donc de la résistance et elle commençait à apporter son aide donc en nourriture, en vêtements et puis quand il y avait des avions alliés qui étaient détruits au-dessus de l'Italie et si jamais il y avait des pilotes qui arrivaient à en réchapper, et ben ils étaient pris en charge et ils étaient cachés et donc du coup en entendant ça, en se rendant compte de ça, il y avait des exactions terribles. Alors d'un côté il y avait les chemises noires et de l'autre côté il y avait aussi les Allemands qui, il ne faut pas l'oublier, ils étaient quand même aussi en Italie. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, quand l'Italie a cherché cet accord avec les Alliés, eh ben pour eux, c'était des ennemis comme les autres. Donc du coup, ils se sont retournés aussi contre la population. Il y a eu des massacres terribles, notamment Santa Anna, on en a assez parlé même dans les médias. Et puis dans tous les petits villages, il y a eu des massacres vraiment incroyables de population. Ce qui veut dire que donc, dans ces conditions-là, l'Italie, elle était vraiment à bout de souffle. D'un côté, ils étaient pris avec les Allemands, de l'autre côté avec les chemises noires, mais eux, ils étaient pas tendres. Je crois qu'ils étaient même encore pires que les Allemands, à mon avis. Hein. Ils étaient pires que ça. Hein. C'était l'horreur. Hein. Oui, alors donc après la guerre, comme l'Italie a été exsangue pendant l'Italie n'avait plus rien et donc du coup les gens n'arrivaient plus à vivre décemment. Et chose curieuse, c'est que les pays donc alliés avaient besoin de main d'œuvre. Et donc, on avait demandé à notamment la Belgique, notamment donc aux Belges, les Italiens de rejoindre donc la Belgique parce qu'ils avaient besoin de main d'œuvre pour aller travailler donc dans les mines. Et pour eux, c'était une opportunité. Alors, c'était une opportunité de pouvoir gagner leur vie décemment et de pouvoir élever leurs enfants, leurs familles. Donc, ils sont venus en France dans l'espoir, moi, c'est papa, c'est ce qu'il me disait, dans l'espoir de dire, on vient, on essaye d'amasser un petit peu d'argent pour pouvoir retourner en Italie, parce que pour eux, c'était retourner en Italie justement pour faire quelque chose, pour aider leur pays, c'est-à-dire pouvoir faire peut-être même des industries, fonder des industries, faire quelque chose. Et donc, mon père, lui, il avait dans l'idée de retourner en Italie et puis de faire avec son frère, d'ouvrir donc un institut de travaux publics, mais ça ne s'est jamais fait parce qu'il fallait mettre énormément d'argent de côté. Mais tous ces gens qui sont venus en France sont venus dans l'intérêt de travailler pour pouvoir élever leurs enfants décemment. Le seul truc, c'est que ils ont été quand même, je dirais entre guillemets, attention, je dis bien entre guillemets, ils ont été quand même exploités parce qu'ils ont travaillé dans des conditions quand même terribles. Hein. Déjà, les mines, c'est pas non plus la panacée. Et puis, en plus de ça, ils étaient en masse, ils travaillaient en masse dans ces mines-là. Donc, ils se retrouvaient beaucoup d'étrangers et ils étaient tous logés dans des conditions pas possibles. Moi, je me rappelle, papa, quand il est venu en France,
Donc, il travaillait dans une usine qui faisait de la poterie, qui faisait, vous savez, des tuiles en poterie, qui faisait toutes sortes de vases, de vasques en poterie. Et donc, il travaillait beaucoup. Et en fait, ils étaient mal payés, ils étaient mal logés. Et pour eux, c'était terrible. Et papa, il disait tout le temps, on avait l'impression d'avoir quitté l'enfer pour retrouver un autre enfer. Alors après, bien sûr, ça s'est arrangé. Je dirais que ça s'est arrangé quand il y a eu 1968, vous savez, tous les bouleversements qu'il y a pu y avoir, tout ce qu'il y a pu y avoir. Et là, vraiment, après, la vie, elle a changé. Mais de 56, quand papa a commencé à travailler en France, jusqu'en 68, ça a été terrible, les conditions de vie des émigrés de l'époque. Ça a été vraiment terrible. Oui, alors non seulement ils venaient, ils quittaient toute leur famille, c'est-à-dire qu'ils quittaient ces gens-là quand ils venaient en France, tous ces émigrés italiens, ils quittaient leur famille, leur pays natal, leurs amis, ils quittaient tout le monde. Donc déjà, c'était un déchirement. Et en plus, quand ils arrivaient dans ces pays étrangers, que ce soit, je parle de la France parce que je ne connais pas exactement comment ça s'est passé en Belgique, mais je suppose en gros qu'ils n'ont pas été acceptés à leur juste valeur quand ils sont arrivés, ces gens, ces émigrés-là. Ils ont été mal vus, oui, parce que c'était des collaborateurs qui ont retourné leur veste au dernier moment pour pouvoir sauver leur peau. Moi, c'est ce que j'ai entendu quand j'étais jeune, quand j'allais à l'école. Moi, mon nom de jeune fille, c'est Fiorini, et franchement, on m'a décrié, on m'appelait Mussolini, alors que je ne comprenais pas du tout. Moi, à l'époque, j'étais gamine et je ne savais pas du tout qui était cet homme-là. Alors, on nous considérait vraiment comme des moins que rien. Pour eux, c'était normal que l'on travaille plus dur que les autres, en fait, et on n'avait pas à se plaindre. Pour eux, c'était normal, on n'avait pas à se plaindre. C'est-à-dire que déjà, on les acceptait, et bon, on n'avait pas trop à se plaindre, mais c'était une période très, très dure à vivre. Alors, je vous dis, ça s'est vraiment arrêté après les années 68, 69, et les années 70, ça a vraiment, ça a changé. Tous les Italiens qui sont venus après 70, quand on en discute, parce que quand je fais mes dédicaces, j'arrive à tomber sur des gens qui sont de cette génération, et souvent, quand on en parle, ils me disent « Ah, mais tiens, c'est bizarre, j'ai pas ressenti ça, nous, on n'a pas ressenti ça. » Et oui, parce qu'après, forcément, il y a eu des changements quand même. Les gens ont pris conscience que les Italiens étaient quand même, des gens qui étaient quand même des gens courageux, honnêtes, qui ont beaucoup travaillé énormément et qui venaient ici sans faire d'histoire. Ils venaient ici justement pour pouvoir vivre, pour leur donner cette chance de vivre normalement et puis d'aider leur famille. Pour eux, c'était ça, quoi, c'est tout. Et après, quand ils se sont rendus compte que ces gens-là, après tout, ils étaient comme eux, en fait. Hein. C'était des gens qui avaient envie de vivre, travailler, vivre normalement. Et après, ils ont été mieux acceptés, mais au début, c'est vrai, ils ont vraiment été mal acceptés, franchement, par la population, et ils en ont énormément souffert. Moi, papa, il en a énormément souffert, mes parents, maman, même plus aussi, parce que maman, elle a travaillé, les premiers débuts, elle a travaillé comme femme de ménage, et elle a été considérée comme vous dites, presque à la limite de l'esclavage, oui. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on était tous, comme je vous disais, considérés comme des émigrés. Mais finalement, au fil du temps, comme je vous disais, on a été quand même un peu plus acceptés. Mais ça n'a pas enlevé quand même c'est un petit peu cette amertume qu'on a eue du début, où on était considérés comme des moins que rien. Ce qui nous a sauvés, je pense, en fait, c'est qu'on s'est intégrés à la population. On s'est intégrés, on avait déjà la même religion, et puis les modes vestimentaires, on était à peu près tous pareils, on était tous à égalité. Donc je pense que c'est ça qui nous a aidés aussi, c'est qu'on a été intégrés à la population, on s'est vraiment intégrés à la population, et on a essayé de vivre. Finalement, on a appris un petit peu les modes du pays, en fait, où on était. Hein. On a appris un petit peu le mode de la cuisson, aussi de la cuisine, on s'est adapté à la cuisine française, et puis nous, on a passé aussi notre cuisine italienne, puisque en France, je crois qu'on est les champions des mangeurs de pizza. Donc, je pense qu'aussi, on a apporté tout ça. Donc, voilà, on a fait un échange. Mais je pense que maintenant, c'est rentré dans les mœurs. En France, on est d'origine italienne, mais finalement, on est français. Et et c'est déjà pas mal. Alors, mes motivations pour écrire ce livre, en fait, c'était que
je voulais déjà parler déjà de ma grand-mère. Déjà, je voulais parler de ma grand-mère et je voulais parler donc de tous ces gens qui avaient souffert, qui avaient quand même connu les deux guerres et donc qui avaient et qui étaient mais courageux comme personne. Parce que moi, ma grand-mère, elle ne s'est jamais plainte une seule fois de la vie difficile qu'elle a eue, puisque bon, elle a connu quand même les guerres. Je vous disais tout à l'heure, elle a connu quand même un tremblement de terre qui a emporté toute sa famille et elle a été mal mariée quand même aussi, la pauvre. Mais en fait, je ne l'ai jamais entendu se plaindre, jamais. C'était des gens qui étaient très heureux de vivre, qui ont vécu vraiment, qui ont mordu la vie à pleines dents après la guerre et qui n'ont jamais eu de rancœur envers personne, hein. Et pour moi, c'était, comment dire, c'était une leçon, c'était un mode à suivre. Parce que ces gens-là, nous, on a tendance à se plaindre aujourd'hui, on a tendance à se plaindre de tout et de rien. Mais quand on va en arrière et qu'on regarde comment eux, ils ont vécu, on se dit, mais attends, de quoi tu te plains, quoi? De quoi on se plaint? Alors que nous, on a tout ce qu'il faut maintenant. Alors, il n'y a qu'une chose que je regrette, ce livre-là, je l'ai fait pour mon papa. Malheureusement, il est mort un petit peu avant que je le fasse, que je le termine. Et pour moi, ça a été très, très dur. Alors, comme vous voyez, j'ai eu le premier prix donc, du jury des romanciers d'Auvergne donc, en décembre 2019. Et quand j'ai eu ce prix, vous ne pouvez pas savoir le bien que ça m'a fait. Et j'ai pensé à eux et je me suis dit, eh ben, c'est à vous, quoi. Ce prix vous revient en premier parce que c'est votre histoire, c'est votre vie, c'est tout votre truc à vous. Et en plus, moi, ce que je voulais faire ressortir aussi, eh ben, c'était la souffrance qu'ils ont eue, comme je vous disais, mais qui n'ont jamais, voilà, ils n'ont jamais eu de dents dures contre personne. Et c'était des gens formidables. Enfin, et c'est pour ça que ça m'a motivée pour écrire ce livre. Je voulais quand même apporter ce témoignage de ces gens qui ont souffert, de cette Italie qui a été quand même vilipendée, il faut le dire, parce qu'on l'a quand même considéré, oui, comme des sales collaborateurs, oui, c'était des sales fascistes, tous. Et non, non, il y avait beaucoup de gens qui résistaient, qui ont fait la résistance dans la population et qui ont essayé de combattre tout ça et qui ont essayé de rétablir une vie normale, une vie où on pouvait vivre sans le poids du fascisme sur leurs épaules. Et je pense que quelque part, c'était pour moi une réhabilitation de toute cette population-là, et en premier de ma famille, parce que je pense qu'ils le méritaient, mon papa, ma grand-mère, et même ma maman, parce que ma maman, j'en parle pas dans le livre, parce que je me suis plus penchée sur ce côté-là, donc de la famille paternelle, parce qu'ils ont plus souffert. Parce que maman, elle a vécu dans une famille aimante, dans une famille où elles étaient sept filles. Il n'y avait aucun garçon, ils étaient 7 filles et ces sept enfants avec leur famille ont été, mes grands-parents les ont éduqués, déjà ils avaient les moyens, ils avaient d'autres moyens que mon père et c'est pour ça qu'après dans le second livre qui va arriver, donc je suis en train d'écrire la suite donc, de La colline aux coquelicots. Et je vous donne en prime le titre donc, du livre qui va arriver, qui va s'appeler Lune de sang. Et donc là, on va comprendre un petit peu la motivation, comme je vous disais tout à l'heure, de tous ces Italiens qui sont venus en France et comment ça s'est passé quand ils sont venus en France et pourquoi ils sont venus en France. Donc là, et c'est pour ça que je me tenais d'avoir déjà une genèse hein, dans cette histoire. Donc il fallait que je remonte un petit peu aux origines pour pouvoir amener aussi, pour parler aussi de tous ces Italiens qui sont venus en France, de toute cette immigration, pourquoi cette immigration, pourquoi tous ces Italiens sont venus en France et en Belgique aussi, et pourquoi ils sont venus, dans quelles conditions ils sont venus, et pour moi c'était très important. Alors, peut-être que ça m'a inconsciemment guéri de quelque chose, je pense que oui, parce qu'à l'école on était considérés, comme je vous dis, comme des pestiférés. Ma sœur, non, parce qu'avec ma sœur, on a 5 ans de différence. Et je vous dis, il y a ce laps de temps où elle n'a pas souffert de ça. Et quand on en parle, elle n'a pas souffert de ça, de ce côté-là. Moi, j'en ai plus souffert parce que je suis née en 57 et donc jusque dans les années 60, vous voyez, donc j'allais à l'école et j'en ai plus souffert qu'elle. Donc oui, certainement, peut-être inconsciemment, je ne me suis pas vraiment posé la question, mais peut-être qu'inconsciemment, oui, ça m'a guéri de quelque chose. En tous les cas, ça m'a fait un bien énorme d'écrire ce livre. Et je vous dis franchement que je suis contente d'y être arrivée parce que c'était mon premier livre. Je ne peux pas me considérer comme une grande romancière. J'ai fait ça un petit peu en autodidacte et je suis fière d'y être arrivée et puis de laisser peut-être une trace aussi pour mes enfants, mes petits-enfants et puis voilà, quelque chose qui parle de l'Italie de cette époque.
Voilà, Cathy James, vous nous avez présenté une page d'histoire, hein, une page d'Italie, mais également votre roman, que je signale qui était coup de cœur du Babelard, donc une revue qui est écrite et rédigée par des artistes. C'était à l'unanimité et on en parle souvent en privé, dans différentes activités littéraires. Je vous remercie pour votre collaboration au Salon littéraire virtuel de d'art littéraire français. Bon, voilà que je mélange les pinceaux, mais peu importe, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat qui se trouve à côté de votre écran. Cathy est là pour vous répondre, n'hésitez pas. Et Cathy est également disponible sur le salon. Vous pouvez la joindre en direct. Hein. Et si elle dort, puisque vous êtes peut-être au Canada, vous êtes peut-être dans un pays qui n'a pas le même créneau horaire, laissez-lui Oui. un message, elle vous répondra et certainement vous arriverez à vous mettre d'accord sur une heure ou un timing en particulier. Merci infiniment, Cathy. Je vous souhaite une bonne continuation à Grouissant, dans le sud de la France, tout près de Pierre Richard, Oui. que nous saluons, hein, c'est un grand monsieur. Oui. Alors, oui, alors donc je tenais donc à vous remercier tous